Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Véronique Cyr. Candidate au doctorat en administration scolaire, Véronique Cyr est chargée de cours aux études supérieures à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal depuis 2017. Elle est également détentrice d'une maîtrise en communication, profil relations publiques, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration scolaire. Mme Cyr a été enseignante de français au secondaire et à la formation générale aux adultes, puis elle a occupé la fonction de directrice adjointe au secondaire, de directrice d'école primaire, puis elle occupe depuis 3 ans le poste de direction principale au secondaire au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Bonjour Mme Cyr, merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. L'objectif de ce balado est d'inspirer d'autres acteurs du milieu scolaire à se doter d'une pratique innovante en gestion des absences. Pour mieux en saisir ces grandes lignes, quels sont les faits saillants de votre projet en gestion des absences? Oui, en fait, il y a 2 volets. On a un volet quantitatif et un volet qualitatif. Mais le volet qualitatif est drôlement plus intéressant. On est passé d'un modèle punitif à un modèle relationnel et outillé, soutenu par des facilitateurs à l'école. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la gestion des absences se fait par les enseignants. Donc, les 7 premières interventions vont se faire par l'enseignant qui est tuteur de ces élèves-là. Et c'est cet enseignant-là qui va également, au terme de ces 7 premières interventions-là, faire 2 appels à la maison pour sensibiliser les familles, leur rappeler les attentes, les 180 jours d'école, etc. Et le réflexe que pourraient avoir certains milieux, c'est de remettre sur les épaules de l'équipe de soutien et d'encadrement cette responsabilité de gestion des absences. Or, ce n'est pas réaliste de penser que 4, 5, 6 éducateurs avec un psychoéducateur, une conseillère en orientation, peuvent régler les absences de 920 jeunes. Donc, la présence de nos enseignants dans cette démarche-là, elle est essentielle et pour nous, c'est le fait saillant de notre démarche sur un plan de vue qualitatif. Sur le plan de vue quantitatif, parlons chiffres. Alors, on est dans une gestion axée sur les résultats, donc on se fait questionner sur nos chiffres. Donc, voici une donnée intéressante. En juin 2024, on venait de débuter le projet pilote où seulement pendant 3 mois, 3 groupes d'élèves sur environ 35 étaient suivis. Donc, nos chiffres ne sont pas... Il n'y a pas eu d'impact, bien évidemment. C'était vraiment pour tester l'outil, voir comment nos enseignants qui sont déjà ouverts au changement là, réagissaient par rapport à cette nouveauté-là. Donc, on a terminé l'année avec environ 120 jeunes sur 900 élèves qui présentaient plus de 15 absences non motivées pendant l'année scolaire. Or, en juin 2025, au terme d'une année où tous les groupes de l'école ont vécu cette démarche de gestion d'absence-là, on a terminé l'année avec environ 60 élèves qui présentaient plus de 15 périodes d'absence non motivées dans l'année. Alors, on parle d'une diminution d'environ 50 % de nos cas d'élèves qui ont des absences non motivées. Puis, en date du 31 octobre, on en avait 6. Un élément à noter, c'est dans les écoles secondaires, le mois de juin est un mois où on note plusieurs absences. Malgré, on le sait, on fait tout notre possible pour maintenir les élèves à 680 jours par année, mais il en demeure pas moins que la fin d'année scolaire vient augmenter le nombre d'élèves que l'on voit là, comparativement à une année régulière. Alors vraiment, le fait saillant, c'est que tous les élèves de notre école, clientèle d'environ 950 jeunes, sont connus. Donc, on n'a pas d'élèves qui peuvent, permettez-moi l'expression, passer sous la craque. Quelles sont les étapes qui ont été réalisées pour vous rendre à ce stade réflexif-là, considérant que vous êtes à l'an 3 de votre projet? Oui. En fait, en collaboration, on a un peu, permettez-moi de quantifier en 5 étapes le cheminement, du moins pour être en mesure, de pouvoir gérer là, nos absences à l'école. La première phase, elle est importante, évidemment, c'est l'analyse de situation. Puis pour bien l'analyser aussi, on doit faire émerger des données. Il y a 3 ans, lorsque je suis arrivée à la tête de l'école, il y a 2 irritants majeurs qui étaient palpables dans le milieu et nommés par les intervenants là, qui y œuvrent. Alors, on parlait d'un manque de cohérence dans l'application du code de vie
et d'une gestion des absences qui semblait excessivement lourde. Et c'est une tâche pour laquelle nos enseignants voulaient se dégager pour la plupart parce que ça semblait prendre trop d'espace. Alors, en faisant émerger les données, ça nous a permis un peu de neutraliser l'effet négatif, puisque on est passé de beaucoup d'élèves de secondaire 3, 4, 5 sont en absence à, OK, au bout du compte, on en a 2 ou 3 par groupe, selon les années et les situations. La deuxième étape, une fois qu'on a ces données-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Et c'est le cœur de notre démarche, c'est la création du sous-comité. Donc, qui va réfléchir à la gestion des absences? Et la sélection des membres qui participent à ce sous-comité-là est hyper importante et à la limite stratégique. Mais stratégique, gentil. Donc, ce serait tentant pour une direction d'aller choisir des membres qui ont envie, qui sont ouverts, flexibles, qui croient au changement. Mais dans la réalité, pour que le projet fonctionne, c'est aussi important d'aller chercher des enseignants, notamment, qui peuvent être plus critiques par rapport au projet. D'aller chercher aussi des membres de nos équipes de soutien, d'encadrement, qui ont encore le réflexe de travailler selon un modèle punitif. Parce que le modèle punitif est plus rassurant pour l'adulte. Un jeune s'absente, je lui donne une retenue, c'est facile. Mais on n'améliore pas l'assiduité scolaire. Ouais. Donc, de réfléchir, d'offrir un temps de qualité avec chaque élève, d'avoir à appeler le parent et je lui dis quoi aux parents dans un esprit de bienveillance. Là, c'est beaucoup plus complexe comme intervention. Alors, le sous-comité, il est très important. C'est vraiment celui-ci qui va venir confirmer la fin du statu quo du modèle punitif. OK. Par la suite, la troisième étape, c'est on ne peut pas prendre toutes les bouchées en même temps. Donc, la culture des petits pas en contexte de changement. Donc, de faire un petit projet pilote. Nous, on a ciblé la première année 3 groupes pendant 3 mois avec 3 enseignants qui voulaient bien se prêter au jeu. À la deuxième année, je le nommais tout à l'heure, tous les groupes ont fait partie du projet. Toutefois, ce qu'il faut se permettre, c'est des allers-retours constants où on se permet, on se donne droit à l'erreur. Donc, on se donne droit à la modification de nos moyens, mais en gardant le cap sur notre finalité. Donc, on ne veut pas revenir en arrière et retourner à un modèle punitif. Et pour ça, la quatrième étape, si vous voulez, mais la quatrième étape, elle est vraiment imbriquée dans les autres. C'est vraiment les va-et-vient avec l'ensemble de nos instances qui vivent dans une école, peu importe l'école dans laquelle on œuvre. Alors, comité projet éducatif. Dans nos projets éducatifs, on travaille la socialisation. Donc, il y a avoir des indicateurs d'absence. Ensuite, le plan de lutte pour lutter contre la violence et l'intimidation. On veut favoriser l'assiduité scolaire, avoir un meilleur regard sur ce qui se passe dans notre milieu. Ensuite, assemblée générale. Nos assemblées générales, ce sont les messages importants qui sont véhiculés. Donc, d'en faire un point qui est important pour la direction et faire parler des membres. Non pas seulement portés par la direction, mais de faire parler nos agents facilitateurs à leurs collègues aussi. Sans oublier les fameuses rencontres niveau. Toutes les écoles secondaires ont des rencontres d'équipes première secondaire, deuxième secondaire, etc. Eh bien, d'en faire avec les directions adjointes un point statutaire où, à chaque 2 semaines environ, on regarde qui sont nos élèves qui se sont absentés. OK. Et la dernière étape, c'est pas terminé, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, c'est le partage à la communauté. Pourquoi? Vous l'avez dit dans l'objectif d'entrée de jeu, c'est de faire gagner du temps à nos collègues des autres équipes écoles, parce que c'est pas de refaire pour refaire des projets en éducation. Le projet est là. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de mentionner, je vais le mentionner là, à la fin, la création, en fait, l'émergence des données et la création du sous-comité a été une finalité possible parce qu'on travaille en collaboration avec les chercheurs de l'université dans le projet Mobilisation pour la socialisation. Donc, d'avoir des chercheurs qui nous rapportent des données, des pratiques aussi gagnantes qui se vivent ailleurs. On a pu s'inspirer d'eux, donc d'être accompagnés par des chercheurs de terrain. Ça a été aussi vraiment là, une étape, pas une étape,
mais ça a été des acteurs qui ont contribué au succès de chacune des étapes. OK. En temps réel, comment se fait l'applicabilité de votre projet en gestion des absences dans votre école? Quels sont les défis que vous avez rencontrés, les points tournants positifs ou même les erreurs à éviter pour quelqu'un qui voudrait faire ce type de projet? Je vais commencer avec les défis. Ça serait malhonnête pour moi de dire qu'il n'y a pas de défi. Mm-hmm. Et le premier défi, j'ai envie de dire, c'est de prendre son temps. On travaille dans une gestion qui est, oui, axée sur les résultats. Et même nous, lorsqu'on a débuté, lorsqu'on a amorcé ce projet-là, plusieurs étaient intéressés à savoir, wow, vous traitez les absences. Ce fut un sujet d'actualité, même dans les médias, on se souvient. Et c'est pas vrai qu'en 3 mois, on peut avoir des réponses puis on peut voir un impact au niveau des chiffres. Les absences sont une manifestation d'une cause qui est beaucoup plus profonde. Alors, le temps de comprendre la cause de ces absences-là, ce qu'on ne faisait pas via un modèle punitif. Donc, de comprendre pourquoi les jeunes s'absentent et comment on va être à même de les outiller, ça prend du temps. Et l'autre chose qui prend du temps, c'est l'adhésion de nos équipes. Puisque le défi, c'est de traverser l'an 2. Pour nous, c'était l'an 2 parce que l'an 1, c'était 3 mois. Donc, elle compte plus ou moins. Mais la deuxième année, elle est fondamentale c'est l'année où on voit un peu plus de résistance, puisque là, tout le monde met la main à la pâte et voit que c'est pas nécessairement une recette magique. Mm-hmm. Il n'y a pas des étapes à suivre comme quand on fait un gâteau. C'est plus complexe. Ça nécessite une réflexion. Et il ne faut pas reculer. Donc, dire, il faut accueillir dans le sous-comité, c'est ici que ça prend tout son essence, le sous-comité de gestion des absences qui travaille en résolution de problèmes avec nos agents facilitateurs. Qui sont-ils? Nos enseignants, nos éducateurs, nos professionnels. Un défi aussi que l'on vit même à l'an 3, il y en a 2 qui persistent et que nos collègues vont vivre également, c'est la gestion de nos cas chroniques. On Donc, a des jeunes qui se reproduisent, qui s'absentent vraiment souvent. Qui résistent à tous nos paliers d'intervention pour des enjeux de santé mentale, pour des enjeux de motivation scolaire importante, etc. Donc, ça demeure un défi et c'est pour cette raison que l'implication de nos professionnels à l'interne, nos psychoéducateurs, conseillers en orientation, leur présence, elle est fondamentale. Et l'autre défi, c'est le roulement de personnel. Ouais. Donc, on ne se cachera pas qu'on accueille de plus en plus des gens qui n'ont pas nécessairement été formés en pédagogie, pour qui le lien avec l'élève est peut-être moins naturel. Donc, ça nécessite aussi des agents facilitateurs à l'interne qui vont être là pour appuyer les nouveaux collègues. Mais le point positif quand même, je vais en nommer un, mais qui englobe plein de choses. Ce qu'on observe, et c'est ce qui est magnifique du projet, c'est l'amélioration de la relation de nos enseignants avec les élèves. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ils ne sont plus des polices de la retenue. Mm-hmm. Ce sont des gens, lorsqu'ils vont aller voir les élèves pour questionner, vous savez, je vais vous faire rire, mais l'année dernière, à la fin de l'année, un enseignant dans le sous-comité a dit « C'est drôle, les élèves là, m'ont dit à plusieurs reprises cette année, « Coudon, avez-vous une vie à part regarder si vous absente à l'école? » Mais pour nous, c'était une victoire parce que tous les élèves savent qu'au moins un adulte de l'école se soucie de sa présence à l'école. Ouais. Ce qu'on ne vivait pas systématiquement avec tous les élèves auparavant. Donc, cette amélioration, cette relation positive-là avec l'adulte de l'école, c'est le point le plus positif du projet. Et vous m'avez demandé aussi les erreurs à éviter. Aller trop vite, hein, je l'ai nommé, mais je vais en choisir 2 autres aussi. Ne pas tomber dans le piège de remettre le sort aux parents. Parce que quand on parle d'absence, dans les milieux, on va dire, oui, mais là, même si on traite les absences non motivées, il en demeure pas moins qu'il y a des absences motivées, qui sont parfois motivées pour des raisons qu'à l'interne, ils ne jugent pas valables. Et c'est de réorienter les discussions dans le sous-comité sur on n'a pas d'emprise à la maison le matin, le soir. Ouais. Mais nous, à l'interne, on a un pouvoir d'agir collectif que l'on doit mettre de l'avant. Et quand les membres à l'interne réalisent la beauté de ce pouvoir d'agir-là qui existe dans nos milieux, parce que chaque milieu comporte un potentiel d'agents facilitateurs, d'enseignants lead, si vous voulez, et d'éducateurs aussi qui peuvent faire rayonner, des professionnels également. Donc, de dire, on a une emprise sur ce qui se passe
à l'école. Donc, tentons de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut améliorer comme processus à l'école. Puis le dernier, c'est peut-être pas une erreur à éviter, mais davantage un appel à la vigilance. On parle de données. On a fait développer un outil par le service des technologies de l'information de notre centre de services scolaires via Power BI qui nous permet maintenant de monitorer à tous les jours les absences de nos élèves. Donc, nos enseignants, tous les jours, reçoivent un rapport. Qu'est-ce que c'est Power BI? En fait, c'est une plateforme qui permet de lire les données. OK. Bien, notre appel à la vigilance, c'est ces données-là que l'on voulait faire émerger à tous les jours. C'est pour comprendre les absences, pour pouvoir agir sur les absences. Alors, on ne voudrait surtout pas venir les masquer artificiellement. Il n'y a pas de concours entre écoles qui a le moins d'élèves dans telle catégorie. C'est est-ce que tous les élèves de notre école savent qu'un adulte significatif est là pour valoriser son assiduité scolaire. Voilà. Outre la diminution des absences non motivées, est-ce qu'il y a d'autres retombées de cette démarche d'accompagnement-là de l'équipe école? Oui. Le fait d'avoir travaillé en partenariat justement avec l'université, avec l'Université de Montréal, nous a permis de passer d'une généralisation à des situations très précises. Donc, généralisation, je vais le vulgariser, de dire les élèves de 4e secondaire, on sait bien, ils s'absentent toujours pour 1001 raisons. Ben non. Maintenant, qui sont ces élèves-là? Puis comment on peut agir? Ils n'ont pas tous le même besoin. Ils n'ont pas tous le même motif pour s'absenter à l'école secondaire. Ça, il faut le comprendre pour mieux agir. Donc, on est vraiment passé d'une généralisation à une approche personnalisée qui n'est pas là, inductive, mais qui nécessite une réflexion. Et par ailleurs, en lien avec ça, bien, on a développé une standardisation écrite de nos interventions, ce qui permet une qualité et une pérennité dans le temps de ces interventions-là qui ne se perdent pas en cours de route. Ensuite, je vous dirais que là, on est à l'an 3, donc je ne dirais pas au terme de notre projet, mais en ce moment, on observe une autonomisation de nos enseignants dans la gestion des absences. Terme francophone pour « empowerment ». Et ils ont aussi développé, nos équipes, une certaine forme de résilience par rapport aux absences. OK. Nos élèves s'absentent, oui, on n'a pas de levier par rapport aux motifs. Sont-ils vraiment valables d'être motivés ou non? Mais nous, on a un pouvoir d'agir collectif. Puis lorsqu'on le fait, bien, ça donne des résultats et notre projet démontre des résultats qui sont intéressants. Par ailleurs, de réfléchir à une structure et une culture, en fait, de gestion des absences, de notre côté, nous permet d'anticiper une croissance de population. Nos écoles secondaires, tu sais, moi, j'en ai une qui déborde, mais plusieurs de nos écoles secondaires du Québec débordent actuellement et sont sur le point d'accueillir des modulaires, par exemple, d'avoir plus de classes, des transformations de locaux, etc. Bien, de notre côté, pour anticiper la hausse de clientèle, le fait d'avoir mis cette structure-là, c'est un peu comme de refaire les fondations de la maison pour se dire très bien, maintenant, on peut accueillir d'autres enfants dans nos chambres. Puis mon mot de la fin, par rapport à l'impact, la démarche, et ça nous rend très fiers, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on va bientôt atteindre notre objectif d'avoir développé l'autonomie de nos enseignants, de nos équipes écoles dans la gestion des absences. Donc, ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est demain matin, si je pars comme direction d'établissement, le projet va survivre grâce à nos agents facilitateurs qui vont assurer la pérennité du projet des absences. Merci beaucoup, Mme Cyr, pour le partage sur votre pratique en gestion des absences à votre école secondaire. C'était vraiment très pertinent. Aux auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.